Alors, me revoilà dans cette seconde partie de ce second épisode de la 7e partie, le récession du The Economist 2020 après une pause, petite pause bien méritée. Le récit de fin de cycle avec une opération céleste d'Apoca Taz, la transition parfaite pour parler du timide Platon sur atlantidehypothèse.org. Alors, je rajouterai que selon les travaux de Jean Simple, qui est une chaîne YouTube, que je mettrai en lien, l'Atlantide sera le continent antarctique. Et confirme l'équateur penché à des travaux de Jacques Grimaud et le basculement cyclique des pôles. Aux sources du mythe Platon, le Timée, bien évidemment. La quintessence, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce lien. Toute l'étude du mythe de l'Atlantide demande de revenir au point zéro de la légende. L'île d'Atlas est mentionnée pour la première fois par Platon dans deux dialogues, le Timée et le Critias. Deux dialogues dans lesquels un personnage raconte à Socrate et à ses camarades le très ancien récit de l'Atlantide tel qu'il leur est révélé à travers plusieurs intermédiaires, un prêtre égyptien. Il est temps de rentrer dans le détail du texte platonicien. Présentation générale du Timée et du Critias. Comme chacun sait, le philosophe grec Platon, élève de Socrate, nous a légué sa doctrine sous une forme particulière. Non pas des traités ou des dissertations comme le ferait notamment Aristote, mais des dialogues dans lesquels il met en scène son maître Socrate discutant avec d'autres interlocuteurs. Voilà pour la présentation, je vais avancer un peu quand même plein de choses intéressantes. Tiens, justement, je ne sais pas si vous voyez bien l'école d'Athènes que j'ai décrite dans l'épisode de Raphaël, qui est vraiment extraordinaire. Ainsi pour en tenir à un exemple dans sa fresque de l'école d'Athènes qui ressemble sur un mur de la chambre dite de la signature du Vatican de tous les grands philosophes de l'Antiquité. On le reconnaît aussi Héraclite, Acoudée, Euclide, entouré de ses disciples Ptolémée, discourant d'astronomie. Raphaël a représenté au centre Platon tenant à la main le texte du Timée aux côtés d'Aristote qui tient l'éthique. C'est le signe de l'importance attribuée à ce texte. Certains sont même convaincus au XVIe siècle que le Timée est l'œuvre capitale de Platon, en quelque sorte son testament. Paragraphe là aussi intéressant. Plus exactement, quelle est la structure du texte? La trilogie inaugurée par le Timée devait construire un large discours sur les origines de l'homme, de l'univers et des grandes sociétés humaines. Au cœur du Timée, nous trouvons une réflexion sur la formation du monde, sur le principe quasi pythagoricien de l'harmonie céleste, des correspondantes secrètes que le démiurge, c'est-à-dire le créateur de la matière qui nous entoure, a établi le macrocosme de la Terre et du microcosme l'homme. Platon donne là sa vision des sources mêmes de l'univers. Bien évidemment, l'Atlantide dans le Timée, et je vais lire les 4 derniers paragraphes de cette séquence. Juste avant l'Atlantide. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce dialogue? Le prêtre de Saïs poursuit avec un deuxième développement pour évoquer le meilleur exemple de ce que les Égyptiens savent et que les autres peuples ont oublié, l'histoire de l'Atlantide, qui a pourtant fait intervenir en première ligne les Athéniens il y a 9000 ans, mais que les Grecs ont totalement oublié. Vient donc le récit de l'Atlantide et de sa rivalité avec Athènes. Intéressant. Je peux marquer en très gros. Or, parmi tant de grandes actions de votre ville, dont la mémoire se conserve dans nos livres, il y en a une surtout qu'il faut placer au-dessus de toutes les autres. Ces livres nous apprennent quelle puissante armée Athènes a détruite, armée qui est venue à travers la mer Atlantique, envahissait insolemment l'Europe, l'Asie, car cette mer était alors navigable et il y avait au-devant un détroit que vous appelez les colonnes d'Hercule, une île plus grande que la Libye et l'Asie. De cette île, on pouvait facilement passer aux autres îles, et de celle-là à tout le continent qui borde toute la mer intérieure. Car ce qui est en deçà des détroits dont nous parlons ressemble à un port ayant une entrée étroite, mais c'est là une véritable mer, et la terre qui l'environne un véritable continent. Dans cette Atlantide,
régnaient des rois d'une grande merveilleuse puissance. Ils avaient sous leur domination l'île entière. Donc selon Jean Simple, l'Antarctique qui serait à l'époque dans l'Atlantique, il régnait encore sur la Libye jusqu'à l'Égypte et sur l'Europe jusqu'à la Tyrrhénie. Toute cette puissance se réunit un jour pour asservir d'un seul coup notre pays, le vôtre et tous les peuples situés de ce côté du détroit. C'est alors qu'éclatèrent au grand jour la vertu et le courage d'Athènes. Cette ville avait obtenu par sa valeur et sa supériorité dans l'art militaire le commandement de tous les Hellènes, mais ceux-ci, ayant été forcés de l'abandonner, elle brava seuls les plus grands dangers, arrêta l'invasion, érigea des trophées, préserva de l'esclavage les peuples encore libres, et rendit à une entière indépendance tous ceux qui, comme nous, demeurent en deçà des colonnes d'Hercule. Dans la suite de grands tremblements de terre et des inondations engloutirent en un seul jour et en une seule nuit fatale tout ce qu'il y avait chez vous de guerriers. L'île Atlantide disparut sous la mer. Aussi, depuis ce temps, la mer est-elle devenue inaccessible et a-t-elle cessé d'être navigable pour la qualité de limon que l'île abîmée a laissé à sa place. Nous avons là un micro récit extrêmement frappant avec ces deux acteurs, un rapport de force déséquilibré mais des héros athéniens qui triomphent de l'ennemi et un dénouement brutal. Séisme et déluge succèdent à cette guerre mondiale. Intéressant. Guerre mondiale, catastrophe cyclique. Séisme et déluge succèdent à cette guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Elle reste à Critias à promettre qu'il prolongera son discours le lendemain, bien entendu. Cette promesse crée une sorte d'effet de suspense car ensuite la main passe à Timée qui adopte une toute autre perspective qui va monopoliser la parole. Donc c'est vraiment un lien extrêmement intéressant, bien évidemment. Après cette petite escapade hellénique, allons voir l'Iris avec dans un premier temps la discipline, la plante, bien évidemment, puis son utilisation ainsi que sa fonction organique. Bien évidemment, je suis désolé, je veux juste revenir sur le The Economist avec la version VLC Player que j'avais oublié de mettre en place. Iridologie et complément nutritionnel sur bioinfosanté.fr. Pourquoi nous avons l'IRIS dans The Economist? C'est intéressant. Les lecteurs de revues de soins ont en général entendu parler de cette surprenante méthode d'observation de l'œil n'ayant pourtant rien à voir avec l'ophtalmologie qui renseigne l'état de santé d'un sujet. Je reviens juste après. Voilà. Là, nous avons bien The Economist qui est revenu tout d'un coup. Là, je fais pause. Hop, je relance, décidément. Et je reviens sur mon iridologie qui est un soin, on va dire, alternatif. Donnons-en une définition claire afin d'éviter tout malentendu. Il s'agit d'une science expérimentale de dépistage des troubles organiques par l'observation de la particularité de l'œil. Et c'est intéressant, justement, c'est pour ça que j'ai remis le The Economist. Ici, on nous parle de vision. On nous parle de vision ici. C'est quand même extrêmement intéressant. Et vision, et ensuite, dans le S, biodiversity, nous avons iris. Vision, iris. Juste après. C'est quand même très remarquable pour le coup. C'est quand même très intéressant. Alors, cette partie représente des modifications soit pigmentaires, soit structurelles du tissu irien, signalétique des susceptibilités du terrain, de ses déviations métaboliques, de ses surcharges toxiniques, de sa capacité adaptative, de son équilibre neurovégétatif, de la qualité des tissus conjonctifs, vasculaires et osseux, pour faire court. Quand même intéressant, ça fait penser à par rapport aux pieds, sous les pieds, là, sous la voûte plantaire, on a aussi, j'ai oublié le nom de la discipline, mais c'est aussi intéressant. Ça fait un peu pareil, c'est-à-dire avec
les oreilles, on a plein de terminaisons nerveuses, sous les pieds aussi, et au niveau des yeux aussi. Ça reflète un peu l'état du corps. C'est intéressant. En plus, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc, l'œil était déjà observé depuis le millénaire afin de dépister d'éventuelles maladies ou troubles de l'âme. Les Égyptiens attachaient de l'importance aux signes iriens, de même les Chaldéens, les Hébreux, les Assyriens et les Chinois accordaient de l'importance à l'œil, mais aussi à la couleur de la sclérotique, blanc de l'œil, pour établir les faiblesses et imperfections d'un individu. En Grèce, Hippocrate exprimait cette phrase devenue fétiche par les iridologues. Tels sont les yeux, tel est le corps. Le médecin suisse Paracels disait déjà, considérez l'œil dans la tête, avec quel art il est construit et comment le corps a imprimé si merveilleusement son anatomie dans son image et anticipé en quelque sorte la projection topographique du corps dans l'œil. À Dresde, en Allemagne, le médecin Philippus Mayens fait paraître en 1670 son livre Physionomia Medica, dans lequel il est fait mention de zones de l'iris associées à des organes et des systèmes du corps humain. Enfin, Ignace von Pescheli, médecin homéopathe hongrois, publié en 1980 le premier traité d'iridologie, marquant la naissance officielle de cette science expérimentale. Introduction à l'étude du diagnostic par les yeux. On y trouve la première topographie ou projection des organes dans l'iris. Plusieurs topographies ont vu le jour entre-temps, mais la majeure partie de celles-ci a gardé l'essentiel des localisations de Pescheli. Depuis, l'iridologie a franchi les frontières d'un grand nombre de pays, dont certains desquels elle est aujourd'hui pratiquée jusque dans les hôpitaux cliniques. Dans le célèbre Mayo Clinic aux États-Unis, par exemple, les photos d'iris des patients sont versées aux dossiers médicaux. Bon, mais comme d'habitude, la science s'intéresse enfin à l'iris. Pour terminer, chaque individu a une structure différente de lignes, de points ou de couleurs dans l'iris. Ces signes uniques sont bien plus fiables qu'une empreinte digitale pour la reconnaissance biométrique et peuvent aussi servir à repérer les traits de caractère d'une personne. Pour ce faire, l'équipe de Larson s'est basée sur les cryptes, petits creux dans le tissu irien, et sur les sillons de contraction ou anneaux de crampe, ligne courbe en périphérie de l'iris. Résultat, il existe une très forte corrélation entre l'iris d'une personne et de ses traits de personnalité. Les sujets porteurs de cryptes denses sont plus chaleureux, tendres, confiants et ont tendance à sympathiser avec autrui. En comparaison, les sujets porteurs d'un grand nombre de sillons de contraction sont plus névrotiques, impulsifs et ont tendance à ne pas résister aux envies. Ceci est parfaitement en accord avec l'interprétation iridologique expérimentale pratiquée en consultation pour ma part depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas tout, les chercheurs ont déclaré que la structure de l'œil et la personnalité pourraient être liées car les séquences des gènes de l'iris contribuent également au développement du lobe frontal du cerveau, qui est plus précisément la carte mère de la personnalité. Il me semble qu'il n'y a pas très loin la glande pénienne qui est pas très loin. Mac Larson indique que ces résultats. Et puis, ils nous font des températures, des présentations de température ici. Ils peuvent le faire ailleurs. Ils soutiennent l'idée que les gens avec des configurations différentes de l'iris ont tendance à se développer selon les différentes trajectoires en ce qui concerne la personnalité. Les différences dans les iris peuvent être utilisées comme un biomarqueur qui reflète les différences entre les gens. La science confirmerait-elle que l'œil est le miroir de l'âme? On s'en doutait un peu, mais il reste à la science à découvrir les liens entre l'iris et le reste du corps, c'est-à-dire le soma indissociable du psychisme. Quoi qu'il en soit, et sans attendre cette validation scientifique, je vous propose de voir quelques signes iriens, courant de perturbation, soubassement de presque tous les phénomènes pathologiques associés à l'inflammation, suivis de leur correction par les adjuvants physiologiques qui sont les compléments alimentaires, pour faciliter la compréhension, etc., etc. C'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, c'est quand même extrêmement intéressant maintenant sur l'excellence par luminescence où j'avais fait quand même une belle séquence sur le rat, un passage mémorable, exceptionnel, une vision globale de l'iris, de la plante cette fois-ci. C'est quand même sur Iris, bien sûr Iris, c'est des prénoms féminins aussi. C'est un prénom féminin, Iris, comme la Miss France Iris Mitner et Iris Alfel, qui est une artiste. Je reviens sur
l'iris sur luminescence, la caractéristique comme d'habitude, mais c'est merveilleux. Voilà. L'étymologie, toujours intéressant. La botanique, voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas si alors, le symbolisme, bien sûr, c'est fantastique. Dans la mythologie grecque, Iris est messagère des dieux, en particulier de Zeus et d'Héra. Elle est le correspondant féminin d'Hermès. Comme lui, elle est ailée, légère et rapide. Elle porte des brodequins ailés. Et le caducée. On retrouve encore une fois le caducée, comme avec Nightingale. Et le The Economist 2018. Tout est lié, bien sûr. Elle est vêtue d'un voile couleur d'arc-en-ciel et se déployant dans les airs. Elle symbolise l'arc-en-ciel et de façon plus générale, la liaison entre la terre et le ciel, entre les dieux et les hommes, le fait que la théogonie d'Hésiode la présente comme la fille de Thomas, étonnamment, est Ambre, a incliné certains interprètes à voir en elle le symbole et le véhicule d'un fluide psychique d'origine divine. L'iris est une fleur du printemps où nous confère au Japon un rôle purificateur et protecteur. Les feuilles d'iris shobu sont placées dans les bains de protection contre les maladies et les esprits pervers et sur les toits des maisons. C'est intéressant, sur le toit notamment du Gojunoto, mais là on voyait plus une sorte d'espagnol du XVe siècle. Sur le toit des maisons, protection contre les influences pernicieuses en dehors et contre les incendies. Dans le même dessin, la plante elle-même est parfois cultivée sur la toiture de chaume. C'est très intéressant. Le 5 mai, les Japonais prennent un bain d'iris pour s'assurer toutes ces faveurs pendant la nuit. Vraiment très intéressant ce raisonnement de l'iris par rapport au Japon. Et qu'on met l'iris sur le toit. Alors qu'on voit sur le toit une sorte de colon, quoi. Enfin, une sorte de colon, un personnage européen du XVIIe siècle. Alors, comme je disais, ici, c'est quand même extrêmement intéressant. Ici, une estampe célèbre de Oti DJ. Ito Dig représente le jardin d'Orikeri en pleine floraison. C'était le lieu de rendez-vous des élégants de Tokyo à leur rideau, surtout de la colline du Kodaka. La vue de ces étendues d'eau couvertes de fleurs, violettes, blanches, tachées et magnifiques. C'est quand même extrêmement intéressant. Ce lien aussi avec Tokyo. Voilà, pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Bien évidemment. Alors, le saviez-vous? D'après les botanistes, l'iris est l'une des plus anciennes plantes cultivées dans le monde. Il était déjà connu à Babylone et dans la Grèce antique, bien avant la naissance du Christ. Au Moyen-Âge, il était l'emblème des empires germaniques. Après la victoire sur les Visigoths, Clovis fit broder sur ses bannières en fil d'or un iris. Il prit un autre nom, le lys de Clovis. Depuis, les rois de France en firent une fleur royale. Les pétales fanés sécrètent un liquide d'une très belle teinte bleue que les peintres appellent toujours le bleu iris. C'est quand même intéressant. Donc là, légende, comme je disais, Iris, déesse grecque ailée, était la menaceur de Zeus et de Héra sur Terre. Chez les Celtes, la légende raconte que les pièces d'or étaient nommées les iris. Bien sûr, c'est quand même extrêmement important, notamment par rapport au roi de France. Et pour terminer cette belle séquence de Nicole Barraud, encore une fois, sur le sang bleu, sur les droits de France, la fleur de lys, bien évidemment, qui est la plante iris. Avec moi, venu le temps, séquence de Nicole Parole, auteur de Langage des fleurs. Avec moi, venu le temps, voici venu le temps des bonnes nouvelles. Je vous insuffle une ardeur toute neuve, plus que jamais. Ayez confiance en la vie, optimiste et bienveillant. La belle fleur bleue a emprunté son nom à Iris. Cette messagère des dieux venue d'un arc-en-ciel annonce le printemps humain. Accompagnée de son parfum léger et sucré, l'iris en fait autant. Mais ce n'est pas d'hier. Voici 37 siècles, le pharaon Toutmosis Ier le rapporte de Syrie en Égypte. Ah, c'est intéressant parce que Syrie et Syrte, c'est comme Iris dans le mot biodiversity. C'est dans l'anagramme de biodiversity, Syrie et Syrte. Et Iris et Isis et Osiris. C'est quand même très 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 important et très intéressant. Donc biodiversity, et on le retourne, on a toute une autre séquence. L'Iris commence alors tranquillement à conquérir l'Occident.
Mais bientôt, il subit une sorte de dédoublement de la personnalité qui le suit jusqu'à nos jours. En effet, il y a Iris et Iris, le premier bien vivant avec ses pistils jaunes nichés au cœur de ses beaux pétales bleus mauves fleuris en mars. Il enchante les teintes de Bruegel à Van Gogh. Et c'est intéressant, Van Gogh par rapport au bonus, le mot Gogh est intéressant. En passant par les prépa Philippe et obsède littéralement William Morris II. Voici une quinzaine de siècles devient ce symbole graphique aux traits symétriques que tous les Français connaissent, gravé sur les sceaux, hein, l'héraldique, on a bien vu ça. Et en plus, en lien aussi avec l'héraldique, justement, par rapport au récit Warren. Les manteaux des rois de France est tatoué sur l'épaule des forçats sous un nom trompeur, fleur de lys. Or, ça vient de l'iris. Tout ça parce que Clovis, la veille de la décisive bataille de Vouillé, met son armée à l'abri de l'ennemi grâce à un champ d'iris. Celui-ci lui a signalé la présence d'un gué lui permettant de franchir la rivière. Reconnaissant le roi des Francs, prend l'iris pour son emblème, comme l'explique Viollet-le-Duc dans son dictionnaire de l'architecture. À son tour, Louis IX, en route pour la croisade, l'adopte et le fait dessiner sur son fanion. L'emblème, surnommé tout d'abord la fleur de Louis, devient au cours des siècles la fleur de lys. Curieusement, elle ne doit rien au lys, mais tout à l'iris. Donc voilà, c'est quand même extrêmement intéressant. Justement, on l'a bien vu dans les économistes que l'iris est important et c'est aussi une reconnaissance d'identification biométrique. Comme le monde biométrie online, bien évidemment, ce qui est intéressant comme d'habitude, la carte essence, mais je reviens ici justement, que ce soit dans le 2019, avec le Vitruve cybernétique ici, là il y a un lien à l'iris, à la vision, et c'est pareil aussi pour le 2017. Avec ici une sorte d'antichrist finalement, qui fait sa civilisation finalement, qui imprime, et finalement c'est une sorte d'allégorie à la 4e révolution industrielle finalement. C'est quand même très 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 intéressant. Alors je repars bien évidemment sur la biométrie, avec la reconnaissance de l'iris pour identification d'une personne a été proposée à l'origine, et justement en ophtalmologie par rapport à 2020, hein, par l'ophtalmologue Frank Burch. Dans les années 1980, l'idée réapparue avec les films sur James Bond. Alors, bon, bien sûr, là pour le coup, et c'est ça qui est intéressant. Comme je disais, les liens, et on voit Bond ici. C'est intéressant. Bond juste avant Beethoven. Bond, ça veut dire autre chose aussi, mais qui a un lien avec l'iris, c'est vraiment très intéressant. Mais cela a resté toujours de la science-fiction. En 1987, les ophtalmologues Aran Safir et Leonard Flom ont fait breveter cette idée. Et en 1989, ils ont demandé à John Dogman, alors enseignant à l'université Harvard, d'essayer de créer des algorithmes pour l'identification par l'iris. Ces algorithmes, méthode basée sur les ondes de Gabo, que Dogman a fait breveter en 1994, sous la base de tous les systèmes d'identification par l'iris. Alors, la description de l'identification par l'iris utilise plus de paramètres que les autres méthodes d'identification et de fiabilité résultante est suffisante pour ne plus faire de l'identification, mais de l'authentification. La formation de l'iris pour un œil humain commence pendant le 3e mois de gestation, et puis il y a 11 vaccins dès la naissance. Non, mais faut être sérieux. Les structures qui créent ces éléments distinctifs sont plus complètes au 8e mois. La pigmentation continue dans les premières années après la naissance. Non, mais c'est terrible ça. La probabilité de trouver 2 iris suffisamment identiques est 1 sur 10 et 1 sur 10 puissance 72. 2 vrais jumeaux ont cet élément distinctif sur leurs iris, permettant de les distinguer l'un de l'autre. Cette formation est chaotique, elle génère donc des motifs possédant une forte variabilité. Alors pour terminer, pour distinguer les iris, on utilise les sillons de contraction, les cryptes, les anneaux. Bien évidemment, pour terminer, l'iris est la zone colorée visible entre le blanc de l'œil et la pupille, bien évidemment. Quand les pupilles sont dilatées, c'est-à-dire que c'est bizarre quand même.
Et l'iris est un réseau de tubes fins vus de dessus et dont le diamètre est inférieur à celui d'un cheveu. La forme de l'iris, c'est-à-dire l'enchevêtrement des tubes, est fixe et ne varie que très peu durant la vie de l'individu. Par contre, la couleur des tubes varie un peu avec le temps, 5 à 10 ans pour certaines maladies. L'iris n'est pas lié à l'ADN. Les deux iris d'un individu ont à peu près la même couleur, mais leur forme enchevêtrement de tubes est aussi différente que celle de l'iris d'une autre personne. L'iris contient une quantité d'informations particulièrement importante que certains n'hésitent pas à comparer à la quantité d'informations contenues dans l'ADN, bien sûr. L'iris n'occupe qu'une surface très faible. L'observation pratique à travers un système optique ne permet de déceler que des contours macroscopiques et pas de descendre au niveau des tubes élémentaires. Toutefois, ceci évolue avec la précision des capteurs. Mais il n'est pas non plus responsable de recueillir toute l'information contenue dans l'iris pour authentifier un individu. En effet, les iris sont suffisamment variés pour qu'une approximation de l'information totale suffise à certifier l'identité d'un individu. Un site compliqué à lire, parce que c'est assez large. J'espère que ça a été le plus didactique possible. Bien évidemment, pour terminer sur l'iris, il est très symbolisé, comme je disais, par rapport à la pop culture, avec James Bond notamment, mais sous sa forme de vortex dans la pop culture, comme ici, Habitabule de Philippe Delage. Stargate, la porte des étoiles en iris. Qui n'a jamais rêvé de la porte des étoiles du film Stargate? Pardon. Et de son système d'ouverture appelé ouverture en iris, qui fait tout de suite penser à la dilatation de la pupille de l'œil ou au diaphragme des appareils photo, mais il est surtout souvent repris dans les films de science-fiction pour ce James Bond, bien sûr. On voit une sorte de sang qui coule avec la formation à l'iris. Voici quelques portes iris au cinéma, portes des étoiles. Ça, c'est dans Stargate, bien sûr. L'iris, c'est une porte métallique qui protège elle-même la porte des étoiles. On l'aperçoit dans Star Wars, épisode 4, l'Empire contre-attaque, lorsque Lando Calrissian pénètre dans un sas élévateur pour aller sauver Luke Skywalker, ou lorsque Chewbacca et Han Solo courent dans un couloir pour échapper aux soldats impériaux. Intéressant. On la distingue dans la pénombre d'un couloir d'Alien. Effectivement, également, je ne sais pas si on voit bien, dans Oblivion, lorsque Tom Cruise, Jack Harper, entre dans la tête pour rencontrer Sally. Bien sûr, dans Passenger, qui est passé aujourd'hui sur TMC, dans Passenger, lorsque Jim doit sortir dans l'espace, porte malheureusement oublié dans la vidéo, dans les intros, bien sûr, de James Bond. Et enfin, dans Prometheus, pour ne citer que les principaux. Voici dans 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est vraiment extrêmement intéressant cette référence, le Cérébro de Charles Xavier dans X-Men, dans Alien aussi. Système ouverture-fermeture en iris. Mais le mécanisme d'ouverture en iris peut aussi être utilisé pour une table ronde, comme je vous en avais déjà parlé dans un article, un volet intérieur pour fenêtre comme à la maison à Bilgram, Birchall en Australie. Pour des arbres artistiques, comme la lampe russe de Maria Fukushima et des designers, etc. C'est vraiment extrêmement intéressant. Alors bien évidemment, venons-en maintenant au mythe d'Osiris qui colle parfaitement à mon récit civilisationnel. Et c'est quand même un PDF d'une page qui est quand même bien concis, bien précis, qui donne vraiment le mythe d'Osiris. Et c'est quand même assez extrêmement intéressant, le mythe d'Osiris. Cette légende qui raconte les aventures d'Isis et de son frère, époux et frère Osiris tués par le dieu Seth, donne à tous les Égyptiens l'espoir d'une vie après la mort. Pour les anciens Égyptiens, l'univers n'était au commencement qu'un grand océan primordial qui engendra le soleil. Atum engendra Chou, le dieu du souffle, et Tefnut, la déesse de l'humilité. Chou sépara le ciel et la terre, ainsi naquirent Nut, la déesse du ciel, et Djeb, le dieu de la terre. Djeb et Nut avaient deux fils, Osiris et Seth, et ses deux filles, Isis et Nephthys.
Osiris épousa Isis et Seth prit pour femme Nephthys. Osiris fut le premier des pharaons régnant sur l'Égypte aux côtés de sa sœur et épouse Isis. Il était bon, juste et sage. Alors, là, on est dans les considérations cycliques civilisationnelles. C'est quand même toujours important d'avoir cette... Bon, toutes les civilisations, on voit voilà, le commencement, etc. C'est quand même assez intéressant pour avoir des bonnes bases civilisationnelles. Cette jaloux voulut le tuer et complota contre lui. Il organisa un banquet où il avait placé un coffre magnifique qu'il avait fait fabriquer par ruse à la mesure du corps d'Osiris. Seth déclara au banquet qu'il offrirait ce magnifique coffre à celui qui, en s'y couchant, la remplirait parfaitement. Lorsque Osiris s'y tendit, Seth rabattit rapidement le couvercle, le cloa et le jeta dans l'eau. Encore une fois, ça reste, je pense, une image de certaines séquences historiques. Mais c'est intéressant quand même. Ça fait réfléchir, je trouve. Désespéré, Isis chercha Osiris jusqu'en Phénicie. Elle y retrouva le cercueil et le ramena en Égypte. Mais Seth réussit à s'emparer du corps et le coupa en 14 morceaux qu'il dispersa. Isis rassembla les membres épars de son mari, reconstitua le corps avec l'aide du dieu Anubis, l'entoura de bandelettes et réussit à lui rendre vie. Plus tard, Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, vengea son père, il tua Seth et devint pharaon à son tour. Depuis ce jour, Osiris règne sur le royaume de mort et peut ouvrir pour chaque Égyptien après la mort les portes de l'éternité. C'est intéressant comme raisonnement par rapport à la vie après la mort sur un plan spirituel. C'est quand même assez intéressant. Bien évidemment, et pour continuer les travaux de Théophile Obega, qui a travaillé aussi avec Cheikh Anta Diop, sur Ankh Online, qui est un très bon site, avec le site Association Archives, qui nous redirige justement aussi sur Ankh Online, qui font des très beaux travaux Association Archives. C'est quand même assez intéressant, que je mettrai un lien aussi. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est très riche. Là, on a 46 pages pour le coup. Je vais lire une petite quintessence, bien sûr, par rapport à la déesse Isis et son odyssée en Europe occidentale. Comment ce mythe a évolué, parce que bien évidemment, il y a eu un certain dévoiement de certaines personnes. Hein, je ne dis pas tout le monde. Quand ça a été développé en Occident, je veux dire, c'était pas forcément comme ça. C'est plus les malfaisants de cette époque qui utilisent les cultes, etc. Ça n'a rien à voir avec la vraie spiritualité primordiale, bien évidemment. Comme d'habitude, la quintessence. Alors, avec ce tableau, on voit ce détail astronomique représente la déesse Isis comme étoile Sirius, liée aux inondations limoneuses du Nil nourricier. La Vierge Marie, dans le rituel de l'Église catholique, est aussi célébrée comme étoile de mer. Ave Maria Stella. Et mère nourricière de Dieu, l'enfant Jésus. Isis, c'est intéressant le lien qu'on parle entre le christianisme et le mythe d'Osiris et d'Isis, c'est intéressant. Était aussi la divine patronne des marins, des navigateurs, à la période gréco-romaine. Qu'est-ce que nous dit Théophile Obega? Le résumé. En plus, ça nous parle de Platon, c'est merveilleux comme ça en est. Platon, Tacite, Novalis et Gérard de Nerval d'une part, d'autre part, grec, romain, gaulois et germanique, tous ont reconnu et célébré la déesse égyptienne à cette forme grécisée, Isis. C'est-à-dire la profonde et durable influence de la spiritualité de l'Égypte pharaonique sur les peuples d'Occident, des Balkans aux Pyrénées et de l'Italie antique en Germanie romaine. Le culte de Marie de l'Église catholique romaine a lui-même pour prototype direct les cultes égyptiens. Donc finalement, l'Église catholique, c'est un copier-coller. C'est pas une question de plagiat, mais c'est du copier-coller, tout simplement. Et puis au niveau de la mémoire de la Terre, c'est quand même mieux. L'archéologie confirme les dépositions des auteurs anciens. Comme ça, il y a une filiation cyclique au niveau de l'ère des poissons et des ères précédentes. Il y a une filiation mémorielle. C'est quand même important, il me semble. Cette étude rassemble l'essentiel des témoignages critiques passés au crible, de la critique historique et du bon sens. Introduction Isis et ses métamorphoses. La déesse égyptienne Aset, grécisée en Isis, et dont le nom s'écrit en symbole, s'écrit avec le symbole trône en hiéroglyphe, porte beaucoup de titres et d'attributs. Voilà.
sœur et épouse, un dieu Osiris, maître de la vie éternelle, maître des secrets spirituels de l'immortalité divine. Voilà. Là, on est dans l'immortalité divine, voilà, dans la spiritualité. Par contre, le monde transhumaniste, c'est la, voilà, c'est pas dans la même réalité. Mère de Dieu, mère du dieu de l'enfant divin Horus, protecteur divin des dynasties et familles royales pharaoniques, égyptiennes et nubiennes. Nubienne, c'est-à-dire le Soudan maintenant. Dame du ciel, Nebet, c'est-à-dire reine des cieux, grâce féminine, divine dans l'ordre transcendant. Souveraine des dieux, c'est-à-dire maîtresse des secrets divins, maîtresse des savoirs absolus, des sagesses primordiales. Alors, pour terminer, c'est quand même assez intéressant. Toutes les déesses du panthéon égyptien incarneront des aspects essentiels d'Isis, d'Asset. Donc, Net, énergie féminine créatrice, Hathor, amour, joie, beauté, chat, le tout de façon absolue. Sekhmet, force féminine, protectrice de l'Égypte. Mout, amour éternel, amour maternel d'une parfaite épouse divine. Sechat, source des symboles sacrés, des connaissances précises, des sciences et des techniques, des arts, des métiers, des lettres, de la philosophie, des archives nationales. Serket, déesse de la guérison, de la santé, des savoirs médicaux. Toy, déesse du tissage, de l'habillement, des cosmétiques. Meret, déesse de la musique et de la danse. Neptis, sœur d'Isis, maîtresse du temple. Renénoutet, déesse de la moisson, de la nourriture, du monde agraire. Et Sat, déesse vache dont le lait divin fait du bien à Pharaon. Mat, bien évidemment, principe divin féminin de la vérité justice, de la concordance harmonieuse, de l'équilibre réciproque des éléments, de la droiture, de la loyauté, de la règle d'état éthique, politique. Isis représente de ce fait les ordres initiatiques des mystères égyptiens. Tous les prophètes ont été, bien sûr, sont issus des connaissances, bien sûr, la grâce divine, la bonne fortune de l'éternité, le désir ou soif des savoirs vrais, la stabilité des éléments, l'élan vers l'éternité. Isis sera connu adoré avec les temples et rite isiaque en dehors de la vallée du Nil, en Grèce, à Rome, en Gaule, en Germanie et des Pyrénées au Balkan. Des poètes modernes l'évoqueront en ferveur tels Novalis et Gérard de Nerval. Platon, les arts, bien évidemment, d'Égypte et la déesse et Égypte. J'en l'air la quintessence pour terminer. C'est quand même fantastique, ça. L'ordre transcendant seul doit être le support réel. Telle est l'avis de Platon. Ceci ne peut être que l'œuvre d'un dieu ou d'un être divin. On pense à Maat ou à Sheshak. Platon nomme Isis selon ce qu'on dit exactement là-bas. C'est que les mélodies conservées depuis si longtemps sont des œuvres d'Isis. Isis, gardienne de la tradition esthétique égyptienne des millénaires durant, Isis, inspiratrice divine de l'art égyptien, d'où le caractère stable, et bien entendu, divin de cette, je continue, de cet art africain, de la vallée de Nil, et de tout cet art égyptien, présentifie la vie. C'est un art vivant, un art qui fait vivre le réel. Un art qui combine le beau et le divin dans ses proportions symétriques, ses divisions canoniques, géométriques. Isis est la mère divine, et la divine mère des arts de la civilisation pharaonique. Un principe divin guide les travaux des artistes égyptiens. C'est Isis dont le culte sera répandu dans le vaste monde grec au IVe siècle avant notre ère. Bien évidemment, alors, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, bien sûr, je vais lire la conclusion de cette séquence en page 15. C'est quand même vraiment extrêmement intéressant. On va en page 15. Ça met du temps. Voilà la conclusion que je voulais vous donner sur cette séquence extrêmement fantastique. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est vraiment exceptionnel. Au terme de cette exploration studieuse relative à la déesse Isis, sœur et épouse du dieu Osiris mort et ressuscité, mère d'Horus, symbole divin du pouvoir politique et protecteur du trône des pharaons, on saisit bien qu'Isis est la mère par excellence. À cette mère nourricière divine, on reconnaît la pureté, la beauté, la grâce, la fécondité, la force, la magie, le mystère. Isis est l'étoile Sirius Sotis, forte, brillante au ciel et liée à l'inondation cyclique du Nil apportant fertilité et abondance.
Isis et sa sœur Nephthys assistent Osiris au royaume de la lumière divine éternelle, qui est le lieu parfait des morts, bienheureux devenus eux-mêmes des Osiris. Il faut absolument comprendre qu'à la base de la spiritualité pharaonique, il y a la déesse Isis, c'est diverses, donc assets, c'est diverses métamorphoses divines, ses dispositions maternelles généreuses, inépuisables, son immense compassion pour l'humanité. En fait, entre la divinité et l'humanité se tient debout la mère divine Isis en tous ses prodigieux mystères, tout son recours à Isis, laboureur, artisan, intellectuel, prêtre, roi et reine, pour demander la chance, la fortune, le bonheur, la vie éternelle. Dans leur quête de l'essentiel, les êtres humains, entre détresse et espoir, ont tous spontanément recouru à Isis et ont développé son culte, ses mystères initiatiques, son clergé, ses hymnes, sa liturgie, des bords du Nil jusqu'au pied du mont Vésuve, des Balkans jusqu'aux Pyrénées, de Rome jusqu'en Germanie, le culte catholique, de la Vierge Marie, Mère de Dieu, aussi étoile Stella, n'ont qu'une continuation acclimatée, adaptée d'un très ancien culte ilsiaque. L'Égypte pharaonique a donné à Rome, et Rome à son empire et au christianisme catholique romain. Ainsi fonctionnent les psychologies religieuses dans l'histoire humaine. C'est quand même fantastique, les travaux de Théophile Obenga, bien sûr. Alors, comme d'habitude sur Transmutatis, pour finir cette séquence avec, avant de passer à l'anagramme et Toven. C'est quand même assez intéressant. Voilà, juste la manipulation des symboles, justement. Ici, on voit l'œil d'Horus, ici, on voit l'œil qui voit tout. C'est quand même extrêmement intéressant, Transmutatis, comme raisonnement pour terminer cette séquence de l'iris, d'Isis et d'Osiris. C'est absolument merveilleux. Alors, manipulation des symboles, toujours le même onglet de Transmutatis, les essentiels, la nouvelle religion universelle. Manipulation des symboles. Les sociétés secrètes, comme les religions, ont comme socle les secrets de l'Égypte antique. De Babylone et de l'astrologie des mages, elles ne font jamais référence au zodiaque clairement, en utilisant des symboles comme le cercle, le triangle ou encore le nombre 666, qui est un puissant symbole mathématique du zodiaque. De ce côté, l'œil égyptien dit Horus, donc la première image, celle-ci, n'a strictement rien à voir avec l'œil utilisé par plusieurs sociétés secrètes. La deuxième image, donc, c'est celle-là. Ça, c'est l'œil qui voit tout avec un objectif civilisationnel. Alors que là, c'est voilà, plus spirituel, l'œil d'Horus. C'est quand même assez important. Les sociétés secrètes qu'il appelle l'œil de la providence, ou alors l'œil qui voit tout aussi. Ce n'est pas le même, l'œil d'Horus étant le symbole des Coptes. Leur langue est l'héritière moderne de l'égyptien, soit un poisson sur la lune. L'œil qui voit tout, autre nom, voilà. Pupille, le cercle intérieur, caractérisait le temple de Salomon. L'iris, le cercle suivant, c'est Jérusalem. La partie ovale de l'œil, c'est Israël. Et les autres formes géométriques sont en relation. C'est quand même extrêmement important à comprendre ce que ça veut dire. Oui, on a plein de marques AOL, on a plein de marques qui fait référence à cet objectif du troisième temple. On est toujours dans le récitio. Là, c'est implacable. Hein. C'est implacable. Tout simplement. Alors, bien évidemment, pour terminer cette séquence, et bien évidemment que vous méritez un bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Beethoven ici? On a le B là-bas, après le bon, et puis on a Beethoven. Quand on a l'anagramme, les mots qui font du bien, un mot récision, c'est bien évidemment Noé et Ève. Et puis ça fait le lien, je veux dire, ça fait le tremplin avec Isis et Osiris, Noé et Ève. Noé et Ève, ça fait référence à une autre séquence civilisationnelle. Mais de toute façon, c'est toujours en lien avec la planète et les cycles humains, tout simplement. C'est pas une question, moi j'ai raison, moi j'ai tort, ça n'a rien à voir avec ça. C'est imagé, c'est subtil. Bien évidemment, cosmovision, Transmutatis, cosmovision, Ouzbek Erika,
Novétique, voilà, ça ce sont mes liens. Classique, c'est quand même exceptionnel, c'est assez concis. Alors, bien évidemment, Noé. Très clairement, c'est fantastique ça. Ce que nous fait Ryan Haver, c'est quand même un beau travail de lien. Toujours en martelant les cycles, les civilisations, les catastrophes cycliques. Noé, en hébreu Noah, personnage de la Bible qui intervient dans le Tanakh, donc la Genèse, la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, est le fils de Lamech et petit-fils de Mathusalem. Dans la mythologie hébraïque, il est compté parmi les 10 patriarches antédiluviens, encore une fois, donc avant la catastrophe, avant la dernière catastrophe cyclique. Parce qu'on a bien vu les temps géologiques, ça, comme on dit, ça a tourné, quoi, comme on dit. Je dis ça ironiquement, mais quand on vit le déluge, voilà, c'est pas terrible, quoi. Bien au contraire. Et c'est pour ça que, et c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à Noé, même avant de lire, je sais que vous connaissez, c'est l'anticipation. C'est ça le raisonnement de Noé. C'est pas dire c'est vrai, c'est pas ça. Le raisonnement, c'est l'anticipation. Et là, pour le coup, justement, ça fait recours à la biodiversité. C'est-à-dire une biodiversité, il faut garder la biodiversité. C'est ça le récit de Noé. C'est garder la vie, garder le vivant. Garder les animaux, ramener les animaux proches de votre arche. L'arche, c'est la planète. Dans la mythologie hébraïque, dont il clôt la série, quoi qu'il ait vécu encore 3 siècles après lui, après le déluge. Lorsque la mèche lui donna le nom de Noé, il dit, en jouant sur ce mot, qui signifie repos, celui-ci nous soulagera de nos labeurs et les travaux de nos mains sur cette terre que Dieu a maudite. Genèse. Il mérita par sa piété d'être, seul avec sa famille, sauvé du déluge universel. Dieu lui annonça ce désastre. On a vu le film, mais bon, voilà, ça reste un film intéressant. C'est pas évident de faire des films basés sur le texte, ça pas évident. Il lui commanda de bâtir Arca, une arche, espèce de grand bateau en forme de coffre qui lui servit de retraite pendant l'inondation. Ça fait référence aussi au film 2012. Et de s'y enfermer avec sa femme et ses 3 fils, ses 3 brus et plusieurs couples de chaque espèce d'animaux. Alors je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Ses 3 fils. Alors on a Sem. Sem est sans doute au sens de réputation, gloire, personnage de la Bible, non de celui des 3 fils de Noé, qui devait se servir de tige au peuple élu d'Israël. On sait que l'auteur juif de Genèse répartit les peuples, de lui connu entre les 3 fils de Noé, dont la postérité aurait repeuplé la terre ravagée par le déluge. Donc il y aura un déluge. Ils sont sortis du bateau, ils ont 3 fils, un fils a repeuplé un peuple, etc. L'autre fils un autre peuple, et l'autre fils un autre peuple. C'est un raisonnement intéressant, mais moi je dis que les dinosaures, avec leur 6e sens, c'est pas qu'ils ont construit leur âge, c'est qu'ils sont partis dans des zones tranquilles, tout simplement. Là, les humains, ils peuvent construire une arche et repeupler. Mais non, c'est allégorique. Mais non, mais c'est intéressant. Ça reste intéressant. C'est ça qui est intéressant dans Cosmovision. On a Sem, Cham et Japhet. C'est intéressant. Alors là, Cham, c'est bizarre parce que on a plus de choses sur l'autre 2e fils de Noé, le 4 fils, Chus, Mizraïm, Foud et Canaan, dont les descendants peuplèrent le sud-ouest de l'Asie et l'Afrique. Ayant rencontré son père nu et dans un état d'ivresse, il se rit de lui qui tandis que ses frères couvrirent de son humilité pour le punir, Noé le maudit, ainsi que son fils Chanaan. C'est quand même assez... Ça c'est la Bible, hein, qui est écrite. Donc après, c'est vrai qu'on lit ça, après, certains noirs peuvent se dire, tiens, on est maudit, etc., quoi. Il faut se développer. Et, on voit bien les afrocentristes qui se développent, voilà, qui veulent changer la situation. Il y a eu effectivement la chute des civilisations congolaises, il y a eu des chutes, oui. Malheureusement, c'est ça. Et là, on est en train d'assister à une chute civilisationnelle. Les gens ont des masses qui ne comprennent pas qu'ils sont en chute civilisationnelle. En 4e révolution industrielle, qui est en lien avec le nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial parce qu'on est en fin de cycle précessionnel. Là, pour le coup, c'est au niveau des astres.
Là, on est du vivant, mais les êtres humains, on doit se parapher, si je dis, par rapport aux séquences célestes. Alors, Japhet, le troisième des fils de Noé, peupla l'Europe et une partie de l'Asie occidentale. Japhet eut 7 fils. Gomer, Magog, Matai, Javan, Tubal et Mosoch, ou au fait, du premier, le père des Sim, du deuxième fils, celui des Scythes. On voit aussi dans Star Wars des Scythes. Je ne sais pas si c'est lié à ça. Du troisième, celui de Médès, du quatrième, celui de Yonin ou grec, ou les trois premiers, les pères des habitants de la Thrace, de la Cappadoce et du Pont. D'accord. C'est quand même assez intéressant. Le raisonnement, après, il faut avoir un esprit critique. C'est pour ça que quand je dis qu'on lit les textes secrets, il faut avoir un bel esprit critique. Chacun son interprétation, bien sûr, moi je respecte, il n'y a aucun problème. Bien évidemment. Alors, pour terminer, il y a plein de choses intéressantes sur Noé. Dès que Noé eut accompli ses ordres, les eaux du ciel tombèrent pendant 40 jours et 40 nuits. Le 27e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta en Arménie sur le mont Ararat. Et ça, c'est pas que ça me plaît, mais moi je décrypte et moi je trouve ça. Alors on y va. Alors encore une fois, Ryan Haven, pour le coup, le rédacteur en chef des Economistes, il nous met Ève et Noé. Ici. Sur Beethoven, il nous met Ève et Noé. Il nous met en plus de ça Ararat. Moi ça me plaît, parce que, bon, voilà, au niveau spirituel, c'était plus intéressant par rapport à mon récit. Ararat avec les nuages ici, c'était très intéressant. Sinon, on peut se dire ça peut être aussi le mont Fuji, ou d'autres monts, le mont Shasta aussi. Hein, où il y a le chakra racine de la Terre ici. Hein, le mont chakra, c'est possible. Et ça fait référence globalement aussi aux économistes estivales, si j'ose dire, le numéro hebdomadaire qui est sorti en juin, avec une montagne qui fait une éruption. Donc c'est très intéressant, ça fait référence à plein de choses. Et puis, Ryan Haven, c'est ça qui est intéressant, comme avec les chefs d'État, on les voit physiquement, avec la forme, et ensuite on les voit en mots. C'est vraiment très intéressant ces travaux. Alors je continue sur Noé, c'est vraiment intéressant. Après, il y a aussi le mot Arménie. Et bon, je vais dévoiler un peu le bonus. Le bonus, c'est Gog et Magog, bien évidemment. Et là, on parle de fin de cycle et d'une volonté civilisationnelle de réduire les populations jusqu'à 500 millions. Et là, c'est aussi G et G. C'est intéressant le lien qu'on a avec Gog et Magog et le G et les G, le GG, le Georgia Guidestone. C'est quand même très intéressant. Tiens, justement, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport, et je reviens, par rapport à Gog et Magog. Qu'est-ce qu'il nous a fait Ryan Haven? C'est quand même assez intéressant par rapport à Gog et Magog. Regardez. Ici, on a MA, ici, on a GOG. C'est quand même intéressant ce qu'il fait, Ryan Haven, ses travaux, avec son équipe. Parce que, si vous voulez, il ne va pas écrire Gog et Magog comme ça. La seule chose qu'il écrit devant, en face, c'est Sion, pour affirmer les positions. Ensuite, Biodiversity, ENIAC, on le met en arrière. Pour le coup, Sion, on le met en avant, parce que c'est ça qu'on veut mettre en avant. Pour le coup, il nous montre aussi ici une guerre. Ici, on voit War, très clairement. Et c'est laquelle? Ici, on montre MA, et ici GOG. C'est quand même exceptionnel. Pour le coup, je ne suis pas de mauvaise foi. Ou alors, c'est pas forcément tiré par les cheveux, mais quand même. Quand même, là aussi, MAGOG. Magog, quand même. C'est quand même ce que je voulais vous montrer, parce que c'était quand même intéressant par rapport à Gog et Magog. En Arménie, malheureusement, nous avons la guerre du Caucase. Je ne sais pas si dans les textes sacrés, on parle de guerre dans le Caucase qui démarre une certaine séquence, possiblement. N'hésitez pas à rajouter vos informations par rapport à ça. Je continue. Hein. Et peu à peu, les eaux s'écoulèrent. Dieu fit alors alliance avec Noé, et comme gage de sa réconciliation avec les hommes, il fit paraître l'arc-en-ciel. On voit l'arc-en-ciel, je pense, dans l'aéroport de Denver, c'est intéressant. Noé s'adonna à l'agriculture, planta la vigne et fit du vin avec le jus de raisin. Mais ne connaissant pas l'effet de cette liqueur, il s'enivra et s'endormit dans sa tente, le corps recouvert
son fils Cham s'était moqué de sa nudité, il le maudit ainsi que son fils Chanaan. Et c'est intéressant parce que quand on lit le Cham, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut lire sur Cosmovision en tout cas. Et il le maudit ainsi que son fils Chanaan. Ce patriarche mourut à l'âge de 50 ans. Ses 3 fils se séparèrent, leurs descendants peuplèrent les 3 parties du monde. Oui, alors là pour le coup, on a l'impression que dans les textes sacrés, on a oublié les Américains. Je suis désolé. Non mais, je veux dire, il faut être humble encore une fois. C'est de l'allégorie encore une fois. Voilà. Moi je suis un chercheur indépendant autodidacte, et bien sûr. Voilà. Peupler les 3 parties du monde, le monde connu. C'est-à-dire qu'on a prévu qu'on allait connaître peut-être... moi, mon raisonnement, voilà, santé diluvien, pour moi, je pense pas que on voit bien avec... les Espagnols n'ont pas forcément découvert. C'est plutôt les Vikings, beaucoup plus anciens. Et puis même, pour moi, c'était découvert bien avant. On voit bien que les Olmecs, pas dans la révélation des pyramides, ni bâtisseurs de l'Ancien Monde, mais dans Grande Pyramide, mais dans les 2 autres documentaires précédents que je viens de citer, on voit les Olmecs, c'est pierres qui ont des traits africains, tout simplement. Très clairement, voilà. On est cycliquement quand même très dans le monde Caucase, Afrique, voilà, etc. Ça fait très référence à notre époque. C'est ça que je voulais dire par rapport au texte sacré. Ça fait référence à notre époque. Ça ne fait pas référence à l'histoire globale de la planète, ni des humains sur l'Holocène, sur les 100 000 dernières années. C'est quand même un peu compliqué. Pour les gens qui ont, comme vous dites dans vos commentaires, certaines lectures d'interprétation, et c'est pas évident pour tout le monde. Donc, ça parle aussi à un certain auditoire, les textes sacrés. Donc c'est quand même très important. Alors, pour terminer cette séquence de Noé et Ève, avant le bonus, Gog et Magog et les Georgia Guidestone, bien évidemment, sur Histoire Géo Rouen. C'est quand même un article de 7 pages extrêmement intéressant, avec justement cette séquence civilisation qui fait référence au monde abrahamique, qui intéresse le récit, parce que là j'ai déjà parlé de la civilisation égyptienne. Là. C'est quand même entré dans l'histoire, c'est quand même extrêmement intéressant. Ça. Il est si peu naturel de croire en Dieu que beaucoup de civilisations dont nous gardons la mémoire et des plus raffinés ont pu vivre et mourir de leur belle mort sans avoir la moindre idée d'un créateur omnipotent et assez indulgent pour venir nous chuchoter à l'oreille. Régis Debord. Le souffle de l'esprit, avec les religions du livre, et je rejoins un peu Saint-Ly, ses travaux, le fait que voilà, c'est un livre, c'est qu'un seul livre, c'est le monde abrahamique tout simplement. Non, judaïsme, christianisme et islam, qui sont des religions prophétiques, Dieu change radicalement de nature. Qu'est-ce que le livre, la Bible? Modèle d'une révélation consignée par écrit établissant un contrat entre un Dieu unique et l'homme, fait à son image. Quel est ce Dieu? Il porte un nom, Yahvé ou El dans l'Ancien Testament, Dieu dans le Nouveau Testament, Allah dans le Coran musulman. Il est le créateur de toutes choses présentes, depuis toujours et pour toujours, organisateur avisé, en séjour plus un pour le repos et responsable de la création de la terre et l'homme, à qui il confie ce monde qu'il vient de sortir de néant sous forme d'un jardin d'Éden. Alors, je suis d'accord aussi avec le live de Jim Le Réveilleur qui dit effectivement, vous êtes les religions, le monde abrahamique, vous êtes en fin de cycle et vous êtes à bout de souffle, quoi, le monde abrahamique. Chacun veut son nouvel ordre, le monde sioniste, le monde, l'Oumma global, et puis les chrétiens aussi, à un moment donné, voulaient coloniser globalement. Donc, là, effectivement, on va aller des versos, mais un peu plus technologique, c'est vrai, mais pas forcément transhumaniste. Il faut se battre, là, pour le coup. Il y a des apports extérieurs, bien sûr, mais il faut que nous, les gens, soient éveillés à ce problème, cette problématique-là, de tout ce que je viens de dire dans ces vidéos, et dans l'action. Là, ça grandit. Comme dans les religions précédemment évoquées, le Dieu de la Bible est l'acteur de la première rupture avec le chaos, tohu bohu. Que devient la créature? Il faut vraiment bien comprendre qu'on est en fin de cycle. Effectivement, je suis d'accord aussi, quand il y a le frigo plein, c'est compliqué. Elle est responsable de la deuxième rupture avec la tentation d'Ève et le péché d'Adam.
Justement, hein. C'est la fin de l'innocence. Ils surent qu'ils étaient nus. Chassés de l'Éden, Adam et Ève ouvrent une porte vers la connaissance, y compris la connaissance de soi. Vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Et vers la condition humaine, travail, enfantement, amour, haine, le crime de Cain. C'est vrai, on a quand même une culture au niveau des tableaux, que ce soit de Raphaël ou de Leonardo da Vinci, qui sont quand même assez intéressantes. Une troisième rupture intervient avec Abraham qui, répondant à une injonction de Yahvé, quitte Our vers Canaan, accomplissant ainsi une séparation culturelle avec sa patrie, son souverain, pour tenter l'aventure de l'ailleurs, autant que religieuse, avec les dieux ancestraux, les idoles, et plus tard avec le sacrifice humain, dans l'épisode d'Isaac. L'Ancien Testament présente la conclusion d'une élection très particulière où créateur et créature sont partenaires dans une alliance entre un Dieu unique, un peuple élu, une terre promise. Et le livre devient autant livre sainte histoire que ce peuple. La quatrième rupture est le fait que Moïse est élevé à la cour du Pharaon, qui a fait sortir son peuple d'Égypte. C'est terrible de lire ça. C'est la condition des apparitions de l'Éternel et du don de la loi, où l'organisation des relations humaines n'est plus liée à la contingence de terre, mais à des commandements. Je vais préciser que les Juifs hébreux, historiquement, étaient persécutés à Babylone. Alors que Moïse qui sort son peuple d'Égypte, c'est une croyance. Et là, maintenant, il faut comprendre définitivement. Ça reste une croyance. À l'époque, la mer Rouge n'existait pas. C'est tout simplement. Soit on est dans la croyance, et moi je respecte toutes les croyances, bah, quand on dit que ça s'est vraiment passé, non. Ils ont été persécutés avec Nabucodonosor, les Hébreux. Tout simplement. La révolte des Maccabées, c'était pas en Égypte. Tout simplement. Tout s'est passé dans la zone du Moyen-Orient. Rien en Égypte avec ce que je viens de lire sur la déesse Isis. Rien à voir. C'est très 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 important de ne pas confondre croyance et réalité historique. Ce qui s'est passé dans l'histoire des hommes. Rien à voir. Les Hébreux se vivent comme un peuple de prêtres, soumis à des interdits multiples dont les plus connus touchent la nourriture, pour qui le sacré est une sanctification de la vie terrestre des cultes, selon la loi, tout en faisant, ou c'est un peuple de contestataires de l'ordre établi, qui s'exprime par ses prophètes. Alors, pour terminer, c'est très important. La religion hébraïque rigoureusement monothéiste a poussé à un point extrême la transcendance divine par le refus des images, la réticence à prononcer ou écrire le nom de Dieu, à l'enfermer dans un temple à le définir. Le buisson ardent, il me semble que j'avais montré par rapport à Raphaël, c'est quand même assez intéressant. En revanche, cette religion s'inscrit dans l'histoire et dans la mémoire. Chaque fête, y compris le sabbat, tout en s'appuyant sur un calendrier agraire, commémore un épisode de l'histoire des Hébreux, se situe au printemps pour célébrer le renouveau des récoltes. Après, on y commémore une croyance. L'incarnation totale. Les Juifs attendent un Messie loin du Seigneur, traduit en grec par Christos, qui sonnera la réconciliation finale. Un petit groupe d'entre eux, fortement hellénisés ou romanisés, hellénisés on va bien avec la révolte des Maccabées, le reconnurent à la personne de Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Prophète et prêcheur d'un genre tellement nouveau que la synagogue ne voulut pas le reconnaître et le laissa arrêter, condamné et crucifié par les Romains à Jérusalem à l'âge de 33 ans. Là aussi, encore une fois, il est dans une croyance. J'ai expliqué par rapport aux prières et de Sion. Et je respecte toutes les croyances, je le répète encore une fois, mais ces apôtres crurent que ce Fils de Dieu est ressuscité et ils se firent les messagers d'une nouvelle religion, le christianisme. C'est intéressant. C'est pour ça que tout le monde a sa propre matrice. En fait. Les trois religions monothéistes abrahamiques sont dans leur matrice. Parce que les dissensions sont très fortes. Vraiment. Après, il y a des liens, bien sûr, comme je disais, mais c'est compliqué. Du judaïsme, les chrétiens retiennent la foi en un Dieu créateur, unique, et se servent de l'Ancien Testament comme support de l'annonce de l'Évangile, mais ils innovent avec le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire homme, dans toute sa condition de mortel. Il naît d'une femme, il aime et souffre, il meurt en martyr. Le mystère de la Trinité, Dieu est un, mais en trois personnes. Le Père, l'Esprit Saint sous forme de colombe, le Fils. Le mystère de l'Eucharistie, dans le sacrifice de la messe, le Christ vivant est présent par le pain et le vin.
mystère de la résurrection, qui est promesse de salut possible pour chacun, non seulement salut des âmes, mais aussi résurrection des corps lors d'un jugement dernier qui rétablira le monde. C'est un terme aussi de la Bible, hein, qu'on ne voit qu'une fois. Hein. L'apocatastase, bien évidemment, ça parle du jugement dernier qui rétablira l'équilibre du monde. Ça, c'est quand même important. Et là, on retrouve un peu Osiris, la thématique. C'est vrai que le christianisme est très lié, mystère d'Isis, sur le thème d'Osiris. C'est un peu plus proche que les deux autres religions. Alors, pour terminer cette dernière fois, les 6, le Christ a une parole qui se veut universelle. Chacun est libre de sa foi, mais c'est lui qui parle désormais à la place de Dieu. Il fait accompagner d'une foule d'intercesseurs sa mère Marie, ses apôtres, les disciples, les martyrs, devenus des saints. Voilà pour cette vidéo. Je ne pense pas qu'on voit très bien, en fait. J'espère que vous allez bien voir, parce que je n'ai pas pu le mettre ici en lecture immersif. C'est dommage, j'espère que vous allez me voir. Bien évidemment, vous méritez un bonus, comme je le disais. Et ce bonus, c'est les inscriptions occultes du GG, Georgia Guidestone, un monument aux messages occultes et rituels malfaisants. C'est quand même vraiment dommage. Je pense que vous voyez un peu, mais bon, c'est pas si terrible que ça. Hein. Je viens à la quintessence et juste après Gog et Magog pour terminer. Élysée, c'est un grand monument en granit posé sur une des plus hautes collines du comté d'Elberton en Géorgie, États-Unis. Là, je vais faire un peu comme l'autre site, hein, je suis désolé. C'est un lien important avec la hiérarchie occulte qui domine le monde dans lequel nous vivons. Programmation, un génocide inscrit dessus. C'est un monument érigé en 1980. Monument sur lequel sont gravés 10 commandements pour un nouvel âge de la raison. Ouais, un nouvel âge de la raison, avec une puce sur la poule, donc la marque de l'abeille, comme je disais, avec modification de l'ADN, pour contrecarrer les énergies, comme disait Laurent Freeman. Je suis désolé, c'est pas de la raison, c'est terrible ça. L'origine de ce mouvement étrange est couverte de mystère, parce qu'il n'y a pas de vraie identité de l'homme, ou les hommes qui ont demandé sa construction. Tout ce que nous savons est qu'en 1979, une personne bien habitable visitait les bureaux d'Elberton, Granite Finishing Company, et expliqua qu'il voulait construire un édifice pour transmettre un message à l'humanité. Il voulait juste transmettre un message à l'humanité. Parce que c'est pas qu'ils ont vu ce qui allait se passer dans le futur, mais ils ont calculé, c'est-à-dire possible guerre mondiale, malheureusement, catastrophe cyclique, ça c'est au niveau des astres. Et justement, comme je l'ai expliqué, je le redis encore une fois, comme disait le Christ, mon peuple périt faute de connaissances, on voit bien dans tous les films catastrophes, c'est la même chose. Donc ils ont calculé tout ça. Voilà. Je suis d'accord aussi avec le tueur qui dit sans éveil massif, il n'y a rien. C'est complètement vrai. Complètement vrai. L'individu s'identifia en tant que Christian RC, mais plus tard, il fut apparent que ce n'était qu'un surnom, et non son nom réel, bien évidemment. Il disait qu'il représentait un groupe d'hommes qu'il voulait offrir une direction à l'humanité, mais plusieurs décennies plus tard, personne ne sait qui était vraiment ce RC Christian. Les Guidestone décrivent un monde idéal tel qu'envisagé par les sociétés secrètes occultes. Et ça, c'est justement ça qui est intéressant. Georgia Guidestone et Gog et Magog, ça fait. Et quoi, la prochaine vidéo, pour le coup, là, c'est la vidéo finale de ce 2020, et bien évidemment, ça va parler de ce sujet, ça va grincer. Le maintien de la population mondiale à moins de 500 000 personnes, son message appelant à un gouvernement mondial, comme le dépeuplement massif, un gouvernement mondial unique, introduction d'un nouveau type de spiritualité. Et les Georgia Guidestone, ça résonne toute la vidéo, que ce soit la chute de la biodiversité, la catastrophe cyclique, l'apocatastase. Tout ça, ce sont des choses qui bien évidemment, ça, voilà, on va pas être cru, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Elle se compose de 4 grands blocs de pierre qui contiennent, voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien, 10 principes de vie
en 8 langues, anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. C'est intéressant ça. Un court message est inscrit au sommet de la structure dans le script de 4 langues. Babylone, grec, classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Les messages gravés sur le Guidestone ont un impact dans 4 domaines en particulier. La gouvernance et l'établissement. Alors, la gouvernance et l'établissement d'un nouvel ordre. La gouvernance et l'établissement d'un gouvernement mondial, je ne sais pas si on voit, le contrôle de la population et de la reproduction, l'environnement et la relation de l'homme avec son environnement, la spiritualité. Alors, ici, un court message est inscrit au sommet de la structure dans le script des 4 langues babyloniennes, grec, chinois, sanskrit, hiéroglyphe égyptien. Il est important de noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occulte, comme les francs-maçons et les rosicruciens, les rose-croix. Il est important de noter que ces 4 dernières anciennes sont d'une grande importance, comme disait. La ligne suivante. Les 4 grandes pierres sont disposées en une configuration géante, roue à aube, et sont orientées vers les limites de la migration du soleil au cours de l'année et montrent également les positions extrêmes du lever du coucher du soleil dans son cycle de 18,6 années. La pierre centrale a 2 particularités. D'abord, l'étoile du nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du sud vers le côté nord de la pierre centrale. D'autre part, un autre slow s'aligne avec les positions du soleil levant au moment des solstices d'été et d'hiver à l'équinoxe. La tablette explicative détaille certaines des caractéristiques du monument et de ses auteurs. La date d'ouverture de la capsule temporelle n'a pas été précise et ça fait penser encore une fois au film Prédiction. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance. Par contre, on a une capsule temporelle à l'aéroport de Denver à ouvrir en 2093, il me semble. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guidestones. Dans une nation relativement neuve comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles les formations. Décrivant leurs enseignements dans les écoles de mystère de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques, ils sont connus pour incorporer dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. Alors, quelles sont ces lois? Je ne sais pas si on voit bien, mais je vais les expliquer. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Deuxième, guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Troisièmement, unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Quatrièmement, traiter de la passion, la foi, la tradition et de toutes les choses avec modération. Cinquièmement, protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Sixièmement, laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. Septièmement, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Justement, ça parlait de tous les métiers inutiles. C'est ce que on va vers ça, c'est ce que je disais, c'est complètement logique. Huitièmement, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Neuvièmement, faire primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Comment on peut faire si on est connecté à la 5G, à l'intelligence artificielle? Comment on fait? Non mais sérieux. Ne pas être un cancer sur la Terre, laisser une place à la nature. Non mais c'est quand même terrible. Et justement, je parlais du réseau trophique, d'une humanité qui coupe l'herbe sous le pied. Donc nos actions donnent raison à certaines de ces choses-là. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Et là, il y a plein de choses intéressantes, bien sûr, par rapport à ça. Bien évidemment, je mettrai en lien, pour que vous puissiez bien lire tranquillement. Alors pour terminer, je vous ai montré dans les économistes Gog et Magog. Voilà, toujours sur Cosmovision, c'est fantastique. En plus, là, on voit bien. C'est fantastique. Gog et Magog, être mystérieux, que la Bible représente comme roi de peuple de géants, ennemis d'Israël. Ah, ça, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que c'est intéressant pour le récit. Gog et Magog, ennemis d'Israël. Les deux sont ennemis d'Israël. Attendez. Alors, par exemple, comme roi de peuple de géants, ennemis d'Israël. Et que l'on interprétera comme les précurseurs de l'Antéchrist.
donc avant le Christ. L'Apocalypse de Jean décrit une crise formidable où le malfaisant marchera contre les élus de Dieu en se mettant à la tête de toutes les nations, résumées sous les noms de Gog et Magog. C'est quand même extrêmement intéressant, surtout ce qui se passe en Arménie, je le dis encore une fois. Ce trait est emprunté, non sans quelques altérations, à une curieuse prophétie d'Ézéchiel, qui montre un prince du nom de Gog au pays de Magog se mettant à la tête d'une coalition des peuples du Nord contre le judaïsme restauré. L'écrivain hébreu désignait visiblement par là les populations barbares que les anciens Grecs appelaient les Scythes. J'en avais parlé des Scythes. Bon, c'est quand même très intéressant ça. Donc là nous voyons les géants de Guidol, Gog, Magog et Corineus. Détruire des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les statues de ces géants sont aujourd'hui remplacées par des copies. Ce sont les protecteurs mythiques de Londres, supposés avoir défendu la ville de l'invasion des îles britanniques par Brutus et les Troyens. C'est intéressant qu'on voit Gog Magog à Londres, parce qu'on a le Brexit, c'est lié, c'est intéressant. Je reviens ici. Alors bien évidemment, je vais peut-être faire un teaser pour la prochaine vidéo, mais c'est intéressant ici de voir Magog, Gog et Magog, et puis en plus on voit le Brexit ici. C'est intéressant. Et puis par rapport aux sociétés secrètes, bien évidemment, vous pouvez le faire, hein. Sur Brexit, quand vous faites l'anagramme, bien évidemment, il y a RITE, R-I-T-E. Et ça c'est très intéressant pour la dernière partie, bien sûr. De quel rite on parle? Les indications des livres bibliques préoccupèrent l'imagination des chrétiens du Moyen-Âge, et même plus tardifs qui les appliquaient volontiers aux invasions des peuples asiatiques, notamment l'invasion des Hongrois. Ils y voyaient le prélude des scènes du jugement dernier. Peuple asiatique. Vous parlez bon, on a eu à l'époque les invasions de Gengis Khan, il me semble. Effectivement, au niveau du Caucase, un peu plus en Asie, on a Astana. C'est quand même assez intéressant. C'est sans doute à cette légende qu'il faut rapporter l'origine des deux curieuses figures de guerriers. Peut-être saxons placés à Londres. C'est quand même assez intéressant. La musique se termine, la vidéo se termine. Alors, bien évidemment, je voudrais aussi avoir suivi pour ces deux parties avec une petite pause. Il fallait tout dire, c'est pas une question d'être long, mais expliquer les choses, être précis, le plus précis possible, le plus humble, tout en respectant les croyances de chacun, mais bien expliquer les choses par rapport à mes travaux, mes recherches. Donc bien évidemment, il y a une dernière partie à venir. Et puis après, il y a d'autres choses à voir. Il se passe tellement de choses, c'est incroyable. Mais il y a quand même une dernière partie à faire, à bien faire pour le collectif. Là aussi, je pense que ce sera une vidéo en deux parties, parce qu'il y a trop de choses. Mais non, ça va parler de l'économie avec le SBI, le Brexit, Trump, les sociétés secrètes. On a aussi le sigle SS. On a Modi, on a XI. On a NPT, non-prolifération nucléaire. On a quand même beaucoup de choses. C'est des grosses thématiques. On l'a bien vu avec Sion et Tokyo, on a fait quasiment toute une vidéo complète. Donc, ça va être très long. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout pour ces deux parties. Vraiment, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, c'est toujours intéressant et important pour le collectif. Je ne sais pas dire par rapport à l'éclairage, par rapport à l'enregistrement. J'ai essayé de faire au mieux. J'essaie de faire au mieux, en tout cas. Donc vos abonnements et vos pouces aussi sont importants et intéressants. Et je vous laisse pour la prochaine partie. Encore un peu de patience. Vraiment, merci à vous de me suivre jusqu'au bout. Et à la prochaine, merci.